point. Pardon. Je vais d'abord dire merci aux organisateurs qui ont fourni beaucoup d'énergie pour organiser ce colloque à Marseille. Je trouve que c'est une initiative extrêmement importante. Il en manque beaucoup de ce genre de colloque. Et en tant que, je dirais, un des experts ici présents, il y en a d'autres, on n'a pas souvent l'occasion de pouvoir participer à ce genre de choses. Et je pense que ça manque. Il faut occuper ce terrain-là aussi. C'est notre devoir d'association, mais c'est aussi notre devoir de citoyens, de s'impliquer, de partager les connaissances que nous avons pu, chacun dans notre coin, et là il y en a un certain nombre là, à votre disposition, de travaux qui sont faits et qui sont, vous allez le voir, assez éclairants sur les mensonges que l'on peut proférer par rapport au nucléaire en France, mais pas seulement en France, on verra en Allemagne, en Belgique, c'est un peu la même chose aussi, en tout cas en Europe, et malheureusement aussi ailleurs. Alors, on m'a chargé de la tâche peut-être la plus difficile, c'est de donner d'abord quelques éléments généraux sur la radioactivité. Alors, je voulais vous rappeler ici sur la notion de radioactivité. Souvent, les gens ont dit, qu'est-ce que c'est que la radioactivité? La radioactivité, c'est une propriété particulière qu'ont certains atomes d'être instables, on dira radioactifs, et d'émettre, à cause de leur instabilité, parce que la nature a toujours envie de retourner vers la stabilité, en voulant retourner vers la stabilité, d'émettre des radiations, et on va les voir, les radiations alpha, bêta, gamma. On va les resituer, ces radiations, parmi les autres radiations que nous connaissons dans notre environnement. Alors, quels sont les différents atomes, éléments chimiques que nous avons dans notre environnement? Eh bien, aujourd'hui, on en a à peu près une centaine qui ont été repérés, qui ont été bien identifiés, et qui sont rassemblés dans un tableau qu'on appelle le tableau de Mendeleïev, qui est là. Ils sont classés selon deux critères dans le tableau, un tableau à double entrée, un critère du plus léger au plus lourd, ces atomes, et dans la même colonne, retrouver des éléments chimiques qui ont les mêmes propriétés chimiques. Ça a été, je dirais, le génie de Mendeleïev quand il a voulu, le premier, je dirais, proposer ce tableau de classification. Là, vous avez les éléments chimiques qui sont, que certains on a découvert beaucoup plus tard, comme le radium dans le bas du tableau, et aujourd'hui encore, on fait de la recherche pour découvrir à partir du numéro 102, 103, 104, etc. C'est pas ça qui va nous intéresser. Ouais, j'aimerais partir des premiers, parce que Mendeleïev, qui n'avait aucune idée de la constitution de la matière elle-même, il a, à travers ce tableau, en fait, écrit ou imagé, en tout cas, la structure interne des atomes. Et dans l'énergie nucléaire, dans le nucléaire, on parle des nucléons, et les nucléons, c'est les noyaux, c'est les constituants du noyau des atomes, les nucléons. Et c'est pour ça qu'on doit parler d'énergie nucléaire qui vient du noyau, on doit parler de déchets radioactifs par contre, et pas nucléaires, parce que nucléaire, on est tous nucléaires à ce moment-là. On est tous donc atomiques, ça on le savait, on est tous atomiques parce qu'on est fait d'atomes, et on est tous faits avec des atomes constitués de nucléons. Par contre, dans les atomes normaux, ces atomes ne sont pas radioactifs, ils sont stables. Leur stabilité, elle est liée à leur constitution du noyau. Et c'est de là que vient donc le mot nucléaire. C'est que certains ont un noyau qui n'est pas, je dirais, stable, donc normal, entre guillemets, et qu'il va, à un moment donné, chercher à retrouver la stabilité. Alors les constituants du noyau sont les neutrons et les protons, et quand on va du plus léger au plus lourd, eh bien, les noyaux vont devenir de plus en plus gros. Il y aura de plus en plus de neutrons et de protons dans le noyau, puisque l'essentiel de la masse des atomes est dans le noyau. 99,9% de la masse des atomes se trouve dans le noyau. Alors, pour aller du plus léger au plus lourd, on va aller du constituant le plus simple, qui est l'hydrogène, qui est constitué donc d'un proton positif et un électron autour. C'est l'hydrogène normal. Mais il existe un hydrogène un peu plus lourd, qui est le deutérium, qui est un proton, un neutron et un électron, et un hydrogène encore plus lourd, dont parlera Monique Sonnet, qui est le tritium, qui est constitué, lui, de un proton toujours, puisque c'est l'hydrogène, mais de deux neutrons, qui, lui, est radioactif.
Alors, je ne vais pas refaire tous les premiers, mais on va s'arrêter juste rapidement sur un, c'est le carbone, le numéro 6 dans le tableau. C'est le carbone normal qui est présenté là, c'est 6,12, c'est-à-dire 6 protons, numéro 6, 6 électrons et 6 neutrons. Celui-là, c'est le constituant de 99,9% de notre corps, des matières organiques, etc. Mais vous savez qu'il existe un carbone 14 qui, lui, n'est pas stable, puisqu'il est radioactif, on dit qu'il est radioactif, et qu'il sert au dosage, hein, à la datation des corps, des objets en bois, etc., qui sont morts il y a plusieurs milliers d'années. Pourquoi? Parce que ce carbone 14, il est dans notre environnement, mais il va, à l'échelle du temps, évoluer vers la stabilité. Il est radioactif et il va évoluer vers la stabilité. Et il a, par rapport au carbone 12 normal, une anomalie, c'est d'avoir, entre guillemets, une anomalie, c'est d'avoir 2 neutrons en trop par rapport au carbone normal 12. Il est constitué, donc le carbone 14, de 6 protons et 8 neutrons. Et pour retrouver la stabilité, eh bien, il va émettre un rayonnement qu'on appelle bêta. C'est en réalité un neutron à l'intérieur du noyau qui va devenir proton et qui va donc donner un nouvel élément qu'on appelle l'azote, qui est stable, c'est l'azote normal de notre environnement, et l'opération s'arrête là. Et dans cette opération, un rayonnement bêta- est sorti du noyau, c'est un électron en réalité, qui est éjecté du noyau à très très grande vitesse, et qui va se manifester à l'extérieur de l'atome par ce rayonnement bêta-. Pratiquement, là, je ne vais pas refaire tous les éléments du tableau, mais tous les éléments chimiques jusqu'au numéro 82, le plomb, il y a des éléments stables, hein, ceux qui sont présentés dans le tableau, et puis des éléments qui sont instables, soit parce qu'ils ont trop de neutrons ou trop de protons. C'est le déséquilibre neutron-proton qui fait que ces atomes peuvent être radioactifs, et on parlera à ce moment-là de radioisotopes, c'est-à-dire iso dans la même boîte. Hein, on va parler par exemple du césium normal et du césium 137. Le césium 137, c'est le césium 133 qui existe dans la nature, en petite quantité, mais qui n'est pas radioactif. Mais il existe un césium radioactif qui est dans les déchets radioactifs des centrales nucléaires, dans les rejets de Tchernobyl, des bombes atomiques, etc. Et donc ce césium-là est radioactif, il va émettre un rayonnement bêta, et il va donner progressivement un atome nouveau, qui est le baryum, qui lui va être stable, et les choses s'arrêtent là. Donc tous les premiers atomes du tableau donnent des rayonnements émissions soit ils sont stables, soit ils sont instables, et s'ils sont instables, ils émettent des rayonnements bêta, qui sont des rayonnements bêta plus ou moins. Je ne rentre pas dans le détail, mais il y a bien un rayonnement. Pour finir sur ces premiers éléments radioactifs, ils émettent du bêta, mais souvent, très souvent, c'est accompagné d'un nouveau rayonnement derrière le bêta, c'est-à-dire que l'atome qui est en train d'aller vers la stabilité, il y va soit en une seule étape, soit il y va en 2 étapes, il émettra un rayonnement bêta et gamma derrière, et le rayonnement gamma, ce n'est pas de la matière, c'est de l'énergie, c'est un trop-plein d'énergie qu'il a et qu'il va donc libérer. À partir du numéro 82, c'est le plomb, là les choses se compliquent. Se compliquent entre guillemets, pourquoi? Parce qu'on a affaire à des atomes lourds, plus on va vers le bas du tableau, et dans les atomes lourds, pour eux, il n'existe pas de stabilité en jouant sur le nombre de neutrons-protons. Pour eux, c'est l'excès de poids, l'excès de masse plus exactement, qui fait qu'ils sont instables. Et ils ne pourront retrouver la stabilité que quand ils auront perdu suffisamment de masse. Alors, je vais prendre un exemple, c'est l'uranium, parce qu'il est très connu, l'uranium 238. Il n'existe pas d'uranium non radioactif. Tous les atomes à partir du plomb, ici, tous sont radioactifs. Il n'existe aucun élément stable. Et pour retrouver la stabilité, il va donc falloir aller vers le plomb. C'est ce que fait l'uranium 238 quand il est dans la nature. Il va se désintégrer progressivement, mais il ne peut pas y aller en une seule étape, puisque vous voyez, pour partir du numéro 92 pour arriver au plomb 82, eh bien, il y a plusieurs étapes, une douzaine d'étapes différentes,
par lesquels on va passer par le radium, bien connu de Marie Curie, le radon, le polonium, le thorium, etc., etc. On va passer par différents éléments chimiques pour arriver au plomb, à la stabilité. Et c'est ce qui se passe dans la nature. Dans la nature, vous avez un peu partout de l'uranium, 238, vous avez tous ses descendants, on dira, et tous sont radioactifs jusqu'à arriver au plomb, où là, les choses s'arrêtent. Et là, vous avez toute une chaîne de désintégration, on appelle une famille, et là où vous allez avoir des émissions bêta, mais aussi des émissions alpha, donc qui est une cure d'amaigrissement, entre guillemets, c'est-à-dire la perte de pas seulement un petit grain de matière, ce que représente l'électron, hein, qui est un petit grain de matière. Là, il va y avoir des pertes, un régime amaigrissant sérieux, c'est-à-dire 2 neutrons et 2 protons qui vont partir à la fois du noyau. C'est ce qu'on appelle la particule alpha. Et donc j'ai fait à peu près le tour des rayonnements. Alpha, c'est des gros bolides, mais ils ne vont pas très loin parce qu'ils sont très gros. Et dans l'air, ils ne vont pas très loin. Par contre, quand ils sont à l'intérieur du corps, et on aura l'occasion d'en parler aujourd'hui, les rayonnements alpha vont pas très loin non plus, mais ils font des dégâts colossaux sur des petits parcours. Les rayonnements bêta, c'est des électrons, c'est ou des positrons, enfin positifs ou négatifs, mais qui sont plus légers, ils sont à peu près 4000 fois plus légers, 8000 fois pardon, plus légers, donc ça fait beaucoup moins de masse, mais ils vont aller un peu plus loin, mais c'est aussi de la matière, donc ils vont aussi faire des dégâts. Et puis les rayonnements gamma, c'est de l'énergie, c'est du rayonnement électromagnétique, c'est de la même nature que la lumière, mais à des niveaux d'énergie qui sont colossaux par rapport à la lumière, qui n'ont rien à voir avec la lumière. C'est pour ça que quand on vous compare Tchernobyl, c'est en gros un week-end au bord de la mer ou en montagne ou un vol Paris-New York. Il ne faut pas rigoler, c'est tout à fait différent. En tout cas, c'est très différent de la lumière. Et si on verra, il existe de la radioactivité naturelle, de toute façon, ça ne doit jamais être une justification à autre chose. Alors, cette énergie des rayonnements gamma, elle est au-delà des rayons X, elle fait partie d'une famille des rayonnements électromagnétiques qu'on appelle les rayonnements ionisants, de très haute énergie, et qui, eux, ne sont pas capables de chauffer la matière, mais de la détruire. Et en particulier dans le vivant. Ce sera l'objet de pas mal d'interventions aujourd'hui. Alors, au niveau généralité, ce que je voudrais, c'est peut-être vous donner quelques éléments sur où trouve-t-on la radioactivité. Donc, il existe de la radioactivité naturelle, personne ne le nie, surtout pas nous. On s'y est intéressé depuis longtemps, l'homme a vécu avec, ça ne veut pas dire forcément qu'il s'est adapté, il a fait avec, je dirais, mais je dirais que tout le monde est d'accord aujourd'hui pour reconnaître que cette radioactivité naturelle n'est pas sans risque. Et en aucun cas, elle ne doit être une justification aux pollutions radioactives. Et pourtant, dans tous les documents, vous trouvez une référence, y compris les documents médicaux. Hein, quand on fait un acte médical, ce n'est pas de la radioactivité naturelle. Et systématiquement, on vous renvoie en disant « mais de toute façon, il existe déjà de la radioactivité naturelle. » Et alors ? Il existe du plomb dans la nature, il existe du mercure, il existe des plantes toxiques, etc. Tout n'est pas bon à manger et à respirer dans la nature. Ben, la radioactivité naturelle, c'est ça. Malheureusement, il y a trois domaines, je dirais, où elle intervient. C'est les rayonnements cosmiques, c'est ce qui vient de l'espace, et on a une planète qui est relativement bien protégée du rayonnement cosmique. On en reçoit un peu, mais pas trop, heureusement. Et la vie a pu se développer sur Terre, honnêtement, parce qu'on était dans un milieu protégé, en particulier par rapport au rayonnement cosmique. C'est pour ça, quand on parle souvent d'aller faire des grands voyages dans l'espace intersidéral, moi, ma première question, je dis, mais alors comment on fera pour se protéger du rayonnement cosmique? Ça, on verra. C'est pas nos enfants ou nos petits-enfants verront s'ils ont des moyens. En tout cas, en avion, on le voit très bien, et c'est un problème aujourd'hui pour le personnel navigant, qui aujourd'hui est un personnel qui est soumis, comme les travailleurs du nucléaire, à un suivi dosimétrique. Je vous dis bien, un suivi dosimétrique, comme les travailleurs du nucléaire. Alors, ils n'ont pas le dosimètre sur eux, hein. Il est dans l'avion, le dosimètre. Mais il y est, et c'est enregistré. Donc, ils touchent des primes d'irradiation. Pour le personnel féminin, il y a des contraintes, etc., etc. Donc, on est bien devant quelque chose de naturel, mais qui n'est pas sans risque. Le rayonnement tellurique, on dit terrestre, c'est ce qui vient du sol,
Et là, le plus gros problème, c'est le radon. Aujourd'hui, on reconnaît que le radon est un risque sanitaire sérieux, de 2000 à 4000 morts par an en France de cancer du poumon. Bon, c'est pas rien du tout. Hein. Donc, naturel, mais pas sans risque. Et enfin, il existe un peu de radioactivité dans notre corps, qu'on appelle donc organique, hein, dans notre organisme, qui vient de notre environnement. Et là, l'essentiel, c'est du potassium 40 dans notre corps, qui se mélange au potassium normal, 39, et qui lui est radioactif, émetteur bêta. On a effectivement dans notre corps à peu près entre 5000 et 7000 désintégrations par seconde d'atomes de potassium 40 qui se passent dans notre corps. Mais ça ne doit pas être une justification pour tolérer un élément radioactif dont parla certainement, je pense, Michel Fernet, qui est le césium-137, qui ressemble au potassium 40. Il est chimiquement très proche. On verra que radiologiquement, il a des effets assez différents. Et qui, lui, est un polluant. Il n'existe pas dans la nature. Et donc, ne doit pas être une justification à des polluants qui peuvent être présents dans notre environnement et dans notre corps. C'est la même chose pour le tritium, qui existe, que l'on trouve à l'état de trace dans l'eau de pluie, mais qui ne doit pas être une justification des rejets importants, par exemple des centrales nucléaires qui en rejettent de très grandes quantités, ou des laboratoires comme Cadarache. Voilà pour la radioactivité naturelle. À cette radioactivité naturelle, l'homme a ajouté de la radioactivité artificielle par ses activités qui ont été au départ militaires. Et c'est vrai que les plus grosses pollutions planétaires, elles ont été d'origine militaire. Ce qui fait que les premiers scientifiques qui se sont intéressés, je dirais, au nucléaire, se sont bagarrés d'abord contre les applications militaires de la radioactivité. Et il a fallu une mobilisation, la première mobilisation des scientifiques mondiales pour arrêter de faire des tirs aériens, d'essais nucléaires qui ont pollué toute la planète. Les tirs souterrains, c'est pas nettement meilleur, mais on sait que la radioactivité est en gros confinée à un endroit donné. Hein, je ne veux pas justifier en disant que les essais souterrains ne se posent pas de problème. Et puis après, vous avez Tchernobyl, ça c'est clair que pour des scientifiques, trouver aux quatre coins de l'Europe la marque de Tchernobyl, y compris 23 ans après, comme on est aujourd'hui, ça c'est un défi que vraiment je n'avais jamais, moi je n'avais jamais imaginé que ça pouvait être ça aussi, la radioactivité, les centrales nucléaires. Et j'avais jamais imaginé, je ne sais pas si d'autres l'avaient imaginé avant moi, qu'une catastrophe nucléaire, ça pouvait toucher un continent. Et ça n'a rien à voir avec les pires catastrophes chimiques. Même les pires catastrophes chimiques, évidemment, c'est pas marrant. Mais là, on atteint la dimension, je dirais, d'une catastrophe nucléaire. Et puis, alors, après, il y a plein d'autres sources de pollution qui ont amené de la radioactivité dans notre environnement. Eh bien, c'est les navires à propulsion nucléaire, c'est les satellites. Hein. Vous voyez, il y en a un paquet de satellites qui sont encore au-dessus de nos têtes, qui contiennent des petits réacteurs nucléaires, qui un jour ou l'autre tomberont, ça on le sait. Hein. Et malheureusement, ils ne seront pas pilotés là, pour savoir où est-ce qu'ils vont tomber. On a eu beaucoup de chance jusqu'à présent. Il n'y en est tombé qu'un sur Terre. Les autres sont tombés en mer, mais il y en a encore à peu près pas loin de 400, 450. Les hôpitaux, centres de recherche et universités, on verra que nous, dans l'environnement, en tout cas avec l'URAS, c'est ce que l'on trouve en premier dans les fleuves, dans les rivières, dans les stations d'épuration, c'est les reliquats de la médecine nucléaire, des centres de recherche, des hôpitaux. C'est pas satisfaisant, c'est pas géré de manière satisfaisante. Les centrales nucléaires, évidemment. Les centres le retraitement du combustible, ça, il faut en dire un mot parce que on justifie le retraitement aujourd'hui à travers la gestion des déchets, et j'aurai l'occasion d'en parler un petit peu, en disant on recycle les déchets. Retraiter, c'est recycler. Non. Vous avez vu le dernier documentaire peut-être sur Arte. Non, on ne recycle pas grand-chose en nucléaire. Une installation comme la Hague rejette dans l'environnement, c'est-à-dire dans l'air, dans l'eau, dans la mer, donc, autant que toutes les centrales nucléaires du monde. Et des radioéléments, en plus, beaucoup plus radiotoxiques.
Donc on n'est pas devant une usine banale, comme on voudrait nous la présenter. Les déchets immergés, bon, ça c'est l'histoire ancienne, mais aujourd'hui, si on ne balance plus les déchets à la mer comme on l'a fait à une époque, aujourd'hui, il faut bien reconnaître que, ce qui est bien montré dans le film, pour une fois il y a un film documentaire qui dit clairement les choses, ce que l'on autorise à tous les exploitants du nucléaire, c'est de faire des rejets dans les fleuves, qui s'appelle le Rhône, ou qui s'appelle la Manche, la mer Méditerranée, ou l'océan Atlantique, ou la mer du Nord. Ce que l'on autorise légalement à tous ces exploitants, c'est en fait de balancer des déchets radioactifs dans la mer à travers un tuyau, et pas dans des bidons. Mais on est bien devant la même problématique. Donc on est bien dans la grande hypocrisie, on dit on les rejette plus en mer. Non, ça c'était l'histoire. Si, on continue à rejeter de la radioactivité dans les océans, etc. Et je disais, ça se procède autrement. Mais le résultat, il est bien le même. Et puis je passerai rapidement sur les autres sources qu'on peut trouver dans notre environnement. Voilà. Donc j'ai dressé un petit bilan d'abord de rappel, qu'est-ce que c'est que la radioactivité, où est-ce qu'on peut la trouver, et puis bon ben voilà, je ne sais pas s'il y a quelques questions à poser là-dessus. Très bonne question. Ah, vous suivez là. Alors effectivement, je prends d'abord la deuxième partie, c'est à l'intérieur du noyau, c'est les neutrons et les protons. En fait, pour faire simple, un neutron, on estime que c'est équivalent à un proton plus un électron. Donc effectivement, il n'y a pas d'électron directement dans le noyau, ce qui fait que si un neutron devient un proton, il y a un électron en trop dans le noyau qui se trouve éjecté. Mais il faut savoir que dans la matière inerte ou vivante, les électrons, ça se balade un peu partout. C'est pas difficile à trouver un électron au passage. Pour le physicien nucléaire, l'électron, c'est dans le bilan, je dirais, il ne représente pas grand-chose. Donc, voilà. C'est pour ça qu'effectivement, il n'y a pas d'électrons directement présents en tant que particules dans le noyau. Sur la radiotoxicité différente de tous les radioéléments. Alors, ça, c'est très important à comprendre, c'est que si vous avez la même quantité au niveau d'atomes radioactifs de différents radioéléments différents, entre par exemple potassium 40, césium 137, vous avez la même activité, c'est-à-dire le même nombre de désintégrations par seconde, donc le même nombre de Becquerel, puisqu'on exprime en Becquerel le nombre de désintégrations par seconde, donc le même nombre de Becquerel par kilo de tel radioélément dans la matière vivante, ça ne provoquera pas les mêmes dégâts dans le corps. Je ne vais pas rentrer là-dedans, ce sera développé par d'autres personnes. Et suivant la quantité de dégâts qui vont être provoqués, au niveau des cellules, au niveau, etc., on va dire cet élément-là est plus radiotoxique que celui-là. Et c'est comme ça qu'on a classé tous les isotopes connus qui figurent dans des tableaux au niveau, par exemple, de l'Europe. Elle a établi des tableaux, la Commission internationale de protection radiologique a établi des tableaux, les experts internationaux ont établi des tableaux de radiotoxicité. Et quand vous regardez ces tableaux, qui sont totalement accessibles, vous trouvez ça sur Internet, radiotoxicité, vous trouverez des classements. Et ce qui est impressionnant, c'est que quand vous regardez, alors vous ne pas regarder en détail parce que c'est très compliqué, mais avec un peu de recul, vous regardez ces tableaux, vous apercevez que entre le plus méchant, entre guillemets, le plus radiotoxique, et le moins méchant, le moins radiotoxique, ils sont tous radiotoxiques. Mais il y a des échelles très différentes. Vous avez un facteur numérique facilement de 1 million. C'est-à-dire que la même activité en Becquerel peut provoquer 1 million de fois plus ou moins de dégâts qu'un autre. Et comparer donc des activités en disant nous sommes radioactifs, nous avons 6000 Becquerel dans notre corps, donc 6000 désintégrations, et nous nous comportons bien avec ça. Bon, d'abord, on sait que ça présente un certain risque, mais bon, on ne peut pas l'éliminer. Par contre, ça nous autorise à en mettre autant de Becquerel d'un autre radioélément, lui pas naturel, etc. Et les dégâts ne seront pas différents, ça c'est totalement faux.
Et ça sera bien expliqué par mon successeur à propos des travaux de Bandajewski. Ça veut dire que la toxicité est différente d'un radioélément à l'autre. Alors, c'est les experts qui ont fait ça, avec des critères, en gros, quels sont les organes cibles, où va tel radioélément, où il va, etc. Et donc, il y a un certain nombre de critères qui ont permis de dire, attention, là, c'est un organe qui est vital. On a des organes vitaux dans le corps. Et puis, il y en a qui sont moins vitaux, hein, qui sont utiles, mais qui ne sont pas vitaux. Donc, suivant les organes cibles où ça va aller, suivant la nature du rayonnement, alpha, bêta, gamma, suivant l'âge de la personne, suivant plein de facteurs, et on va donc pouvoir classer ces radioéléments suivant leur radiotoxicité. Alors, cette durée de vie totale, c'est vrai, au bout de demi-vie, on n'est pas mort. Hein. On a simplement 4 fois moins de radioactivité dans le corps, par exemple, ou dans un matériau. 10 demi-vie, c'est 1000 fois moins, en gros, 1024 fois moins exactement. Mais ça dépend tout de ce qu'on avait au départ. C'est-à-dire, si vous avez une activité au départ, si vous avez 1 million de becquerels, c'est-à-dire des intégrations par seconde dans un matériau, au bout de 10 demi-vie, on en aura encore 1 millier. Par contre, si on part au départ avec 1000, on arrivera à 1. On va dire, bon, on est à peu près sorti d'affaire. Donc ça dépend tout de l'activité de départ qu'on a pour dire, est-ce qu'on est revenu à ce qu'on appelle le bruit de fond, l'environnement naturel, etc., ou est-ce qu'on est encore dans une situation anormale? Alors dans les zones, prenez l'exemple donc, de l'iode 131, demi-vie 8 jours, au bout de 10 périodes, donc 3 mois en gros, 1000 fois moins que je pense qu'on avait au départ. Pour le césium, bon, on sait que l'iode 131, de toute façon, au bout de quelques années, là, on va bien effectivement arriver à s'en débarrasser, enfin, à considérer que la situation est redevenue tout à fait banale. Par contre, le césium 137, qui a une demi-vie de 30 ans, qui est encore très présent dans les zones autour de Tchernobyl, lui, on sait que même au bout de 300 ans, qui est au bout de 10 périodes, il y en aura 1000 fois moins. Mais il y a des endroits où vous avez des millions, voire des milliards de becquerels par kilo de matière. Ce sont par exemple dans les sédiments de certains lacs. Nous, on est allé dans la région de Mayak, dans Sibérie. Là, on voit dans le reportage, on a des sédiments d'une rivière et ils sont à des millions, voire des milliards de becquerels par kilo. Donc là, c'est clair que la situation ne sera pas revenue à la normale avant des milliers d'années. Donc ce temps-là, il est très important. En même temps, il joue dans le bon sens, c'est-à-dire que si j'ai le côté optimiste, je dis que quand vous avez un déchet chimique, du mercure restera du mercure, et il restera toxique tout le temps. Ça, j'ai changé de casquette, là. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais alors qu'on sait que la radioactivité, elle va disparaître. Voilà. Ça, c'est le côté quand même, gardons espoir. Bon, merci Roland Desbordes.